10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Taxi Media. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Nous sommes en direct de la maison de la radio à Gbalepédo, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que livrée chaque matin par les rédactions. Aujourd'hui, c'est jeudi 7 décembre 2017. Merci de nous rejoindre à l'heure. Il sonne à 7h, presque 8 minutes à Niekonapoué. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Dans les prochaines minutes, dans le tour d'horizon traditionnel des rédactions, 8 rédactions, sinon 7, beaucoup plus, précisément 7 rédactions que nous visiterons ce matin. Gapola.net, Togomedia24.com, La Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates, Actu Express, Économie et développement et chronique de la semaine à visiter. Ce matin, nous reviendrons sur des sujets politiques et sociaux tout à l'heure. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque les préalables au dialogue. Faure Gnassingbé s'oppose à la libération de l'imam de Sokolé. C'est ce que révèle ce matin le quotidien Liberté. Vous lirez l'article à la page 3. Détention de 3 membres de Noubouéké. Le mouvement, étonné par les accusations, invite les juges vertueux à dire le droit. Un aperçu des actions citoyennes menées par l'association. Le confrère revient précisément sur le sujet. Audit du ministère des Infrastructures et des Transports, appel d'offres restreint et en entente directe. Les modes opératoires de la PRMP Nissao Nyonfam, plus de 95 milliards de marchés passés par abus, note l'autorité. Vous lirez l'article dans le journal Liberté ce matin. Quête de solutions à la crise, des bonnes questions à poser. Que vaut la parole donnée de Faure Gnassingbé? C'est l'interrogation du confrère Liberté ce matin. L'alternance au pouvoir était prévue par l'accord RPT-UFC, s'exclame le journal. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis cette alerte du ministère de la Santé sur certains produits laitiers consommés ou contaminés, des produits laitiers contaminés. On y reviendra tout à l'heure avec le journal La Nouvelle Tribune et Actu Express. D'ailleurs, le patron de l'hebdomadaire Actu Express est au téléphone avec nous, Isidore Akolor. Isidore, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les fidèles à bord du taxi ce matin. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question des produits laitiers contaminés, mais d'abord la politique et l'hypothétique dialogue inter-togolais, c'est ce que vous titrez. Le pouvoir traîne le pas pour rendre fort close les réformes du cadre électoral. Oui, il convient de sonner le tocsin à 8 mois des élections législatives qui sont à l'horizon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit toute modification du cadre électoral à 6 mois des élections. Oui. Donc pour nous, le pouvoir manœuvre dur pour pouvoir arriver à mettre en conclusion les réformes ayant trait au cadre électoral. Et comme ça c'était le cas en 2010. Et c'est ce que nous avons relevé dans nos colonnes aujourd'hui, pour pouvoir attirer l'attention de l'opposition sur ce piège à con. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal ce matin. Et puis un autre aussi, faute de prévenir de nouvelles violences politiques, la médiatrice de la République disqualifiée pour réconcilier les Togolais, c'est votre avis, Ah oui, évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des piliers
de la suite traditionnelle, c'est la la garantie de non-répétition. Mais il s'est fait que les troubles que nous connaissons aujourd'hui arrivent déjà des victimes, des mutilés, des morts. Et la médiatrice qui pisait la présidente du HCROUN n'a pas levé le petit doigt pour dénoncer ces cas de fait, des violences sur les manifestants, des arrestations abusives et autres. Donc, pour nous, nous pensons que elle est disqualifiée pour opérer, comment dirais-je, non seulement des réformes, mais plutôt un apaisement qui tend vers la réconciliation de tous les Togolais. Elle a un parti pris. Et c'est dans cet imbroglio qu'elle annonce le démarrage du programme de réparation reconnu par la CVJR. Donc nous pensons que elle est dans de mauvaises postures et elle ne pouvait pas permettre, comment dirais-je, la réconciliation de tous les Togolais. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal et puis de la musique aussi, hein, vous en parlez. Je sais que vous êtes un mélomane. Johnny Hallyday a attiré sa révérence tout sur la rockstar Adekovi dans vos colonnes ce matin. Évidemment, c'est la rockstar et la nouvelle est tombée comme ça dans la nuit du mardi à mercredi et nous tenons à faire hommage à cette rockstar et qui est considérée comme l'icône de la musique française, mais qui s'est plutôt inspirée de la musique américaine, notamment Elvis Presley, qui, outre, ne faisait que plagier la musique des Noirs, en l'occurrence Chuck Berry, qui est un rocker inspiré de la musique américaine. Et même il a fait hommage, Johnny Hallyday a fait hommage à la musique noire, non seulement dans sa chanson Black is Black, Noir c'est Noir, et surtout dans la musique que j'aime où il disait que la musique qu'il aime vient de l'art et c'est les Noirs qui lui ont donné la main. C'est comme ça que dans sa chanson, la toute première, ou dirais-je, l'une des rares compositions que Johnny Hallyday a pu faire, a fait hommage à la musique noire. C'est pour ça que nous sommes revenus sur sa chanson et sa carrière, non seulement sa carrière, mais aussi sa biographie, sa discographie, tout sur la rockstar. Oui, vous aimez la musique, je ne me suis pas trompé. Je rappelle au passage que vous êtes un grand DJ Easy. Alors, juste à cette alerte, Isidore, des produits laitiers impropres à la consommation qui inondent le marché togolais. Pour attirer l'attention des consommateurs sur ce produit qui inonde actuellement le marché togolais, c'est des laits destinés aux bébés et la nouvelle est tombée hier dans nos rédactions quand nous étions sous presse et c'est une note venant directement du ministère de la Santé publique et auquel nous avons fait allusion pour attirer l'attention des mamans sur les produits frelatés, les produits où on dit au début il dit toutes ces choses-là à vil prix, il faut faire très attention. Les noms se trouvent dans le journal et tout le monde peut se référer à ça pour éviter ces genres de produits qui vont tuer les bébés de 2 ans. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Isidore Akolor. Je vous en prie et bonne édition. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée. 93.1 Taxi FM. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le récent voyage des leaders de l'opposition à Paris. Lomé au sommet de l'opposition togolaise, des porte-paroles et non des leaders. Conclut le confrère Forum de la semaine ce matin. L'article c'est à lire à la page 3. Communication, Pékin finance la construction d'un auditorium pour la TVT et Radio Lomé. Vous aurez plus de détails dans le journal de Dimas Ndiku
Dikodo. Échéance électorale à venir, la CENI et la HAC engagées pour des élections apaisées et crédibles au Togo. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis H-Crune avec la mise en œuvre du programme de réparation. Isidora Akolor en parlait tout à l'heure. La phase proprement dite des indemnisations démarre le 12 décembre prochain. Les détails sont à lire dans le quotidien Liberté. Il y a aussi le journal Ouara les vainqueurs qui est dans les kiosques. Ouara les vainqueurs qui évoque donc la rénovation des filières de formation de l'enseignement technique. Le président Faure Gnassingbé 100 ans pose la première pierre d'un institut dédié à l'aquaculture. Les détails sont à lire dans le journal. La Bina, aussi sous le feu de projecteurs depuis quelques jours maintenant, fête traditionnelle Sinkaring, le festival de griot pour rehausser l'éclat de l'événement. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre suivi également sur la 14e foire internationale de Lomé, un bilan à mi-parcours largement positif, écrit le confrère. Le groupe de Go Télécom plus proche de ses clients et partenaires. La mise en œuvre du programme de réparation, le H-Crune démarre la première étape des indemnisations le 12 décembre. Et puis, compte Cannes Gabon 2017, comme promis par Michel, c'est-à-dire sur nos antennes l'autre fois, il est revenu sur le sujet. Où sont passés les 600 millions du contribuable togolais? L'interrogation a découvert dans le journal Ouara les vainqueurs. Et au téléphone, on me signale, c'est Thierry à Fanoukoui, l'administrateur principal du site gapola.net. Thierry, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoints Thierry. Entre-temps, on évoquait le congrès du parti politique UNIR. La dernière fois, c'est les femmes qui étaient à Palimé. Cette fois, les jeunes seront à Dapawan. Et Noël Depokun est pressenti pour prendre la tête de la jeunesse du parti. Oui, c'est l'information que nous avons au niveau de Gapola.net. MJU, comme vous venez de le dire, c'est le mouvement des jeunes unis. Comme on le voit après son congrès, son tout premier congrès statutaire tenu à Tévier il y a quelques jours, et la semaine dernière, donc plus précisément le week-end dernier, à Palimé, le parti présidentiel a mis en place le mouvement des femmes unir. Et cette fois-ci, rendez-vous est pris donc pour Dapawan pour créer le mouvement des jeunes unir. Alors, Eric, juste ici, président de l'association Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président Faure, NJSOPF, ce jeune premier militant de premières heures du parti de la majorité présidentielle Union pour la République Unie va se voir cette fois-ci donc être récompensé. Et c'est ce vendredi à Dapawan, ville située à 650 km de Lomé, la capitale, pour ses multiples soutiens à Faure et Sozina Gnassingbé, président fondateur donc du parti et actuel chef de l'État du Togo. Il s'agit de faire de Noël Depokun, puisque c'est de lui qu'il est question, le tout premier délégué national du mouvement des jeunes unis, MJU, un mouvement qui sera porté sur les fonds baptismaux dans cette ville septentrionale dont il est originaire. Alors, ce vendredi à Dapawan, plus de 600 jeunes de la mouvance présidentielle de toutes les contrées du pays seront donc en congrès pour créer le mouvement des jeunes unis. Alors, placé sous donc le thème Jeunes unis, mobilisés et engagés pour un développement durable, ce congrès vise à structurer et outiller la jeunesse du parti afin d'occuper le terrain pour d'éventuelles victoires de l'UNIR au cours des futures élections dans le pays. Et tout comme le mouvement des femmes unies, le MJU sera doté d'un bureau, lequel bureau, selon les indiscrétions, sera présidé par Noël Depokun, celui-là qui a toujours mobilisé la jeunesse pour les actions du parti. Tout compte fait, le parti au pouvoir continue donc de mettre en place ces différentes structures, alors que son président, Faure Gnassingbé, est contesté dans la rue depuis le 19 août pour son
troisième mandat à la tête du pays. Une contestation qui n'émeut guère Noël Depouken, qui, dans un passé récent, à l'occasion des 50 ans de Faure Gnassingbé, déclarait que leur champion avait encore beaucoup à donner à ce pays, raison de plus que le Créateur lui accorde longue vie. Alors, je le cite rapidement, il disait à l'occasion des 50 ans de Faure Gnassingbé qu'il n'y a pas d'autorité qui n'émane de Dieu. C'est quand ce n'est pas à rien, mais aussi ce n'est pas suffisant. Nous avons imploré Dieu afin qu'il puisse encore donner plus d'années à notre président. Pourquoi pas 50 nouvelles années? Nous avons demandé au Seigneur de lui donner la vie, la force et également de la sagesse afin qu'il puisse continuer ce qu'il ne cesse de faire pour notre pays. Mais comme je le disais tantôt, depuis le 19 août, beaucoup de Togolais ne partagent pas forcément cet avis de Noël Depouken. Bien sûr, et on lira les détails sur votre site gapola.net ce matin. Le Ashkun qui démarre, on le disait, la phase des indemnisations à partir du 12 décembre dernier. L'information est à découvrir aussi sur votre site. Oui, on dira finalement enfin en conférence de presse ce mercredi à Lomé, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Ashkron, a annoncé devant un parterre de journalistes des médias nationaux et internationaux le début dans 5 jours maintenant de la phase d'indemnisation des victimes des violences socio-politiques entre 1958 et 2005. Alors, ce début de ce programme de réparation va toucher au total 137 victimes. Et hier donc, Awanana Daboya, la présidente du Ashkron, indiquait que cette première étape est consacrée aux victimes vulnérables. Elles sont au nombre de 137 réparties sur toute l'étendue du territoire. Ce sont les victimes, ces victimes donc portent encore des séquelles physiques ou psychologiques graves et nécessitent donc des soins. Alors Eric, pour l'opérationnalisation de cette phase-là, des dispositions sont prises avec le Ashkron en complicité donc avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et locales en vue du convoiement de toutes ces victimes, les 137 pour être plus précis, à Lomé donc pour leur prise en charge psychomédicale ainsi que leur indemnisation. Et concernant la phase psychomédicale, il faut dire que c'est l'ONG M-Afrique qui a été retenu pour accompagner le Ashkron dans cette tâche délicate. Et il faut le rappeler que cette phase du processus de réconciliation est l'une des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation présidée à l'époque par Monseigneur Bariga. Bien sûr. Et puis, juste un mot sur les experts du Conseil de l'Entente qui, donc, à Lomé, sont à Lomé pour l'évaluation des activités de l'organisation, Thierry. Tout à fait. Lomé, la capitale du Togo, est de nouveau sollicitée pour la tenue d'une réunion du Conseil de l'Entente. Il s'agit donc de la 13e réunion du comité des experts du Conseil de l'Entente qui s'est ouvert donc hier à Lomé. Durant donc 3 jours, ces experts venus des 5 pays membres du Conseil, il s'agit donc du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger et le Togo, vont faire donc le point des rapports d'activité du secrétariat exécutif de l'exécution du budget du Conseil, du contrôle, du contrôleur financier, d'audit institutionnel et organisationnel, et de procéder à la nomination d'un commissaire au compte et enfin d'étudier le projet de budget 2018. Alors,
à l'ouverture des travaux de cette 13e réunion, Madame Abra Afetchete, qui est la présidente du comité des experts, a invité ses collègues à tout faire pour armer donc le Conseil à surmonter tous les obstacles qui freinent encore la concrétisation des recommandations de la précédente session des ministres, et cela passe nécessairement par la cotisation des États membres du Conseil. Raison de plus, elle a exhorté ceux-ci à régulariser leur situation financière vis-à-vis de l'organisation. Voilà donc, Eric, quelques articles que l'on pourra découvrir ce matin en cliquant sur le www.gapola.net. Bien sûr, et on lira tout cela sur votre site gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Il y a le journal L'Écho du pays qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque des questions politiques, bien sûr, quand les manifestations perturbent l'économie nationale. L'article qui a découvert dans le journal est toujours par rapport à la crise politique. La CCIT lance une enquête pour connaître les impacts sur les entreprises. Vous découvrirez tout cela dans le journal à la page 5. Et l'éditorial de notre confrère, les politiques togolais veulent-ils un vrai dialogue? Une interrogation à découvrir dans le journal Écho du pays. Notre troisième rédaction ce matin, c'est le site togomedia24.com. Nous avons au téléphone l'administrateur principal, Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour Saint-Éric et salut à tous les auditeurs de La Géniale. Merci de nous avoir rejoints. Et vous revenez sur la question de la réconciliation, bien entendu, avec le démarrage mardi prochain de la phase d'indemnisation. Oui, mardi prochain, c'est-à-dire le 12 décembre, va démarrer la phase d'indemnisation des victimes des violences de 2005, particulièrement pour l'année de 2005. Vous savez que après la phase de purification, c'est la phase d'indemnisation des victimes qui va démarrer dans quelques jours. Et c'était hier, l'information a été donnée hier en conférence de presse par le premier responsable du HCRON. Donc cette phase va prendre en compte 137 victimes qui ont été enregistrées et qui seront prises en charge sur le plan psychologique et médical. Donc c'est la liste de ces victimes peut être retrouvée sur le site internet du HCRON. D'accord, et puis on lira tout cela sur le site togomedia24.com. Et puis vous revenez également sur ce scandale, puisque c'est l'alerte a été donnée par le ministère de la Santé, les produits laitiers contaminés, et le ministère de la Santé confirme l'alerte justement. Oui, mais vous savez qu'il y a de cela quelques jours, on avait des informations comme quoi certains produits étaient déversés sur le marché mondial. Hier, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a sorti un communiqué dans lequel il nous faisait savoir qu'ils ont effectué une descente sur le terrain et que la descente sur le terrain a confirmé quand même qu'il y a des produits laitiers déversés sur le marché qui sont contaminés à la salmonelle. Donc, ils ont demandé à ce que la vente de ce produit soit retirée puis détruite du marché. Je pense que c'est une information à partager avec beaucoup de personnes parce que ça prend en compte la population entière et surtout les enfants de première et de deuxième âge. Il y a 3 produits qui ont été incriminés dans ce communiqué du ministère de la Santé. Donc nous pensons qu'il est important pour que tout le monde soit au courant de cette information, car c'est une question de santé publique. Oui, bien sûr. On lira tout ça sur togomedia24.com. Merci beaucoup Aubin Koutélé. Merci Eric, merci pour tout ce que vous faites pour les auditeurs. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également. On va enchaîner en même temps avec la rédaction de la Nouvelle Tribune, puisque Elom Atisogbe est déjà au téléphone avec nous. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Et l'alerte, vous aussi, vous revenez là-dessus, des produits laitiers contaminés sur le marché togolais.
Oui, effectivement, l'alerte qui met à toute la population togolaise en émoi depuis hier, suite à la publication du communiqué officiel du ministre de la Santé et de la Protection sociale, un communiqué qui signale l'existence sur le marché togolais de produits laitiers pour enfants de premier et de deuxième âge plutôt, Eric. Vous prenez par exemple le lait Pico de 350 grammes, également le lait Miloumel de 900 grammes. Et ces produits laitiers destinés aux enfants et très consommés, et un produit de grande consommation donc qui sont contaminés à la salmonelle. C'est ce que précise le communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et donc des investigations ont été menées à ce niveau pour pouvoir circonscrire ces produits laitiers sur le marché. Et le ministre de la Santé et de la Protection sociale demande à tous les propriétaires de pharmacie et à tous les propriétaires de supermarchés de pouvoir retirer sur le marché ces produits laitiers, et demande également aux consommateurs togolais qui ont déjà acheté des produits laitiers, Milumel et Pico, de bien vouloir les détruire parce que le risque de contagion à la salmonelle y est élevé. Et donc, ça rappelle beaucoup d'autres scandales également sur le marché togolais et sur le marché béninois aussi, où depuis quelques mois, les produits importés d'Europe subissent ce qu'on appelle une contagion à la salmonelle. Et donc, c'est quand même une information sur laquelle il faut rester très très alerte pour que les consommateurs togolais soient éveillés dans leurs achats, et surtout qu'il s'agisse des enfants et des produits laitiers destinés aux enfants, des nourrissons de premier et de deuxième âge. Bien sûr, vous parlez là, vous avez mis la photo quand même de ce produit-là à la une de votre journal, Milumel et puis Pico. Et on y reviendra prochainement avec d'autres confrères. Et vous évoquez également les récents comptes de la CAN Gabon 2017 et la haute autorité de prévention des crimes financiers assimilés qui est muette sur le sujet, vous le relevez? Oui, vous savez, c'est une haute autorité de prévention, de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui a été mise en place en janvier dernier avec des membres qu'on a nommés dont un membre d'une association censée défendre les intérêts des consommateurs. Et curieusement, depuis quelques mois, on révèle des scandales, notamment la route Lomé-Vaughan en foin. Et maintenant, le rapport de la CAN 2017 où 600 millions de francs CFA restent à justifier. On se retrouve devant une commission ou une haute autorité de lutte contre la corruption qui est muette et qui ne dit absolument rien sur ces genres de sujets. Et depuis la mise en place de cette haute autorité, où le président de cette haute autorité justement a déclaré devant la Cour suprême qu'ils rempliront leur mission avec fidélité, sincérité pour le bien-être des Togolais, le bien-être des consommateurs, on se rend compte finalement que depuis que cette mission a été confiée à cette haute autorité, il n'y a aucun acte officiel qui ait été posé dans le sens du bien-être des consommateurs. Et donc, on revient sur le sujet ce matin pour se demander vraiment si cette haute autorité existe, donc juste pour le décor, ou si réellement elle fait son travail, parce que on ne peut pas comprendre que malgré les scandales qui aujourd'hui, les crimes économiques qui aujourd'hui courent les rues au Togo, on en soit devant une haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et autres infractions assimilées qui ne dit absolument rien, qui se mure dans un silence et qui ne dit, qui ne pipe mot devant tous ces scandales. Et donc aujourd'hui, on constate, comme tout le monde, comme tout Togolais, que c'est une institution budgétivore où les membres ne font absolument rien pour l'intérêt des consommateurs, sinon qu'ils ne communiquent pas assez autour de leurs activités, et parce que jusque-là, ils n'ont posé aucun acte de rappel en faveur du bien-être des consommateurs, que ce soit sur des sujets connexes de scandales, la route Lomé-Vaughan en foin, et maintenant le rapport de la CAN 2017, où ils sont totalement à fond sur le sujet, et c'est la presse et la population elles-mêmes qui se battent pour pouvoir réclamer toute la lumière sur cette affaire ou sur ces différentes affaires. Et donc, ces différentes affaires plutôt. Et donc, dans les prochains jours, on va quand même continuer de tirer la sonnette d'alarme pour que cette haute autorité de lutte contre la corruption, qui est censée lutter contre la corruption sous toutes ses formes au Togo, puisse se réveiller de son sommeil, de sa torpeur, afin que les consommateurs togolais puissent absolument voir clair dans ces différentes
différents cas de corruption que j'ai soulevés plus tôt. D'accord, très bien. Écoute, on lira l'article dans votre journal et puis vous évoquez aussi la crise dans l'éducation, ça dure. Hein, et cette interview de Achoua Acha que vous publiez ce matin. Oui, une interview que nous accordons à Touaka, le porte-parole de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Une belle interview dans laquelle le porte-parole revient sur les motivations de leur lutte, ce qu'ils réclament principalement, les mouvements de grève, pourquoi les élèves sont dans les rues, parce que dans l'interview on a eu à lui poser la question également de savoir si les enseignants ne se reprochent pas quelque chose dans ces mouvements de rue des élèves où les élèves du public se mettent dehors pour aller déloger leurs camarades du privé parce qu'il n'y a pas leur cours. Et donc, il a répondu également à toutes ces questions. Il a répondu à la question du statut particulier. C'est là où il a dit que, oui, les conditions de vie et de travail des enseignants ont été légèrement, ont connu quelques avancées, quelques légères avancées, mais que beaucoup reste à faire, notamment le statut particulier et ses avantages qu'il continue de réclamer. Et je tout porte à croire maintenant que c'est le statut particulier des enseignants qui constitue la forme de discorde. Et puis quelque part, il a rappelé qu'il voulait que les enseignants voudraient bien que le statut particulier remis au Premier ministre. Vous savez que récemment, avant la rentrée, on a remis un projet de statut particulier au Premier ministre et les enseignants voudraient plutôt que ce projet de statut particulier soit mis à la disposition des enseignants parce qu'ils ne connaissent pas le contenu, ce qui est surprenant. Et c'est là où c'est comme la surprise de cette interview. Ils n'ont pas le contenu de ce projet de statut particulier et qu'ils souhaiteraient que ce projet de statut particulier soit mis à la disposition des enseignants afin de voir le contenu, l'évaluer, l'apprécier et pour faire un plaidoyer utile afin que les uns et les autres soient totalement satisfaits en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des enseignants. Et également, par rapport au risque d'une année blanche qui couvre au Togo, il a dit qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait une année blanche au Togo. Mais toujours est-il que après ces 4 jours de grève décrétés par les enseignants, il a dit que le mouvement risque de se durcir dans les prochains jours si rien n'est fait pour trouver une solution définitive à leurs problèmes. Donc c'est ça qui est inquiétant et on appelle les autorités togolaises à prendre langue avec les enseignants afin que les élèves puissent reprendre les cours et dans des conditions acceptables et acceptées de tous. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal La Nouvelle Tribune dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Elom Atisogwe. Merci, Eric, et très bonne journée à vous et à tous les passagers du taxi. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Il y a le journal La Lettre de la COSA qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le processus de réconciliation. La phase de l'indemnisation des victimes démarre le 12 décembre prochain. Vous lirez l'article dans le journal. Route Notchen-Tonhou, l'entreprise Midnight Soon pour des ouvrages de qualité. Et puis Festival des griots à Pagouda, Kouroua de transmission des valeurs culturelles et identitaires des populations. Vous lirez l'article dans le journal. Un trou de plus de 600 millions de francs CFA dans les comptes de la CAN 2017, de la nécessité de dévoiler les auteurs de la magouille. C'est l'appel du confrère Lettre de la COSA. Ce matin, il y a aussi le journal Dunia Le Monde, crise socio-politique, économie en dégringolade, la peur du lendemain, à quand le dialogue? C'est l'interrogation du confrère, vous lirez l'article à la page 3. Malgré la sortie de Gilles-Christ Olympio, l'Union des forces de changement, l'UFC, n'entend pas dénoncer l'accord signé avec l'ex-RPT. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, processus de réparation. Le HCRUN lance la phase d'indemnisation des victimes à partir de ce mois. On parle de mardi prochain. Et puis, les fortes perturbations de l'année scolaire. Les enseignants maintiennent toujours la pression sur le gouvernement par 4 jours de grève. Le niveau des apprenants compromis, écrit le confrère Dunia Le Monde. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM.
Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. F comme femme. Parents, c'est pas seulement donner des enfants, c'est faire de cet enfant-là quelqu'un. Salut, c'est Amela Signon. Je vous invite dans le monde des femmes sur Taxi FM. Culture, entrepreneuriat, art gastronomique, politique, droits des femmes, santé et plus encore. Absolument. F comme femme donne la parole aux femmes sur la géniale tous les jeudis de 15h à 16h et les samedis à partir de 8h. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé vraiment. Entendre F dire comment Adam a mangé la pomme et qui c'est qui a décidé de faire tout ce bordel. F comme femme, les femmes s'expriment sur Taxi FM. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Taxi Média. Il y a le journal Vision d'Afrique qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le trouble socio-politique et les dialogues éminents au Togo quand l'approche vigilante et précautionneuse de la France remet les pendules à l'heure. Vous lirez l'article dans le journal pour de meilleures compréhensions. Réorganisation des ailes marchands du parti Unir, le mouvement des femmes Unir pour une plénitude d'engagement. Qui est Raymond Kayi-Lawson, présidente du FU. Vous lirez l'article dans le journal La Vision d'Afrique pour les détails. Et puis, mise en œuvre du programme de réparation, la prise en charge médico-sociologique démarre le 12 décembre prochain. L'article a découvert dans le journal La Vision d'Afrique. Il y a aussi le journal Le Correcteur qui est dans les kiosques. Insouciance et boulimie du pouvoir. Le plan secret du Grand Chelem. Grand Chelem, hein, voilà. Le Grand Chelem de Fort Nyasingbe à travers le pays. Une visite à Koumassi pour torpiller le dialogue. C'est une interrogation du confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Crise politique au Togo. La coalition dénonce l'apartheid du régime et annonce de nouvelles mobilisations. L'article est découvert dans le journal. Puis la méchanceté politique au Togo. C'est ce qu'écrit le confrère, le correcteur ce matin. Même autour d'une dépouille, on divague. Alors, pour couvrir l'injustice, le prophète Maranatha Machia et son épouse, condamnés à 4 ans de prison, dont 7 mois par sursis, bientôt libérés. Vous lirez l'article dans le journal. Le correcteur me signale que nous avons maintenant au téléphone le patron de l'hebdomadaire chronique de la semaine, Dominique Aliziou. Dominique, bonjour. Bonjour Eric, comment vont tes passagers ce matin? Ben, vous les voyez, ils sont dans le taxi, vous y êtes aussi. Ça se passe bien? Ah ouais, je vois. Mais depuis les marches là, mais tu n'as plus vraiment de la clientèle, hein, comme tous les taxis, tu te plains. Alors Dominique, on va aller à l'essentiel. Hein. Ce matin, vous évoquez le cas de Francis Pedro à Mouzoun et de Jean-Pierre Fabre qui, selon vous, sont pris en flagrant délit de mensonge. Hein. Les manifestants n'ont pas été bastonnés par les militaires au niveau du bar 3K. Non, c'est vraiment illustrant que la politique aussi peut consister à mentir les yeux ouverts. Et c'est ce à quoi nous assistons parce que les événements de samedi, moi j'ai des amis dans le secteur, j'étais même allé là aux environs de 19h30, juste après le blocage de la route. Mais en fait, le blocage, ce n'était pas un blocage en tant que tel, c'était pour en tout temps permettre aux manifestants et à tous les usagers qui venaient de la ville de passer par le boulevard de la Cara. Alors, vous êtes sans savoir que vous et moi qui avions un petit véhicule, il arrive que dans au cours de notre circulation, qu'on soit orienté pour tel ou tel blocage. Donc, voilà ce qui s'est passé le jour-là. Mais le plus curieux, c'est les gendarmes ou bien les forces de sécurité qui étaient là, qui ont bloqué la route et qui orientaient les manifestants et tout usagers qui venaient de la ville. Donc tout se passait très bien. Et tous ceux qui venaient allaient passer sur le boulevard de la Cara sans rien dire. C'est lorsque Jean-Pierre Fabre a apparu avec son cortège
que les choses ont semblé dégénérer, mais ce n'était pas aussi grave que ça. Puisque le chef de file de l'opposition est sorti de sa voiture et un officier de la gendarmerie s'est approché de lui pour savoir, et à lui, il lui a demandé pourquoi ce blocage. Lui a dit que bon, il a reçu des ordres, donc ce qui a lieu, c'est que le passage n'est pas là. Et comme lui, le chef de file de l'opposition, il a la possibilité, il peut l'autoriser à passer par rapport à son statut. Bon, quelles étaient les discussions? Et Jean-Pierre Fabre a respecté, a dit non, lui ne peut pas passer dès lors que les autres sont bloqués. Bon, ils étaient là à discuter, échanger lorsque les deux groupes venant de la ville ont créé un embouteillage monstre et donc l'officier de la gendarmerie a donné l'ordre à tout le monde de quitter les lieux, sinon ça va baver. Et ils ont juste tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Donc, les militaires qui étaient non loin de là sont toujours permanemment là-bas. Ce matin, même si vous passez par là, vous allez voir les dérivés là-bas. Ils sont là pour la garde présidentielle. Ils ne sont pas là pour régler ou pour réguler les manifestants. Donc, mais chaque fois qu'il y a manifestation, il y a toujours un détachement des anti-émeutes ou des forces de sécurité qu'on déploie à ce niveau. Mais c'est que la dernière fois, ils ont reçu l'ordre de dérouter les manifestants qui doivent passer sur le boulevard de la Caraïbe et aller passer à Tikoumé et rentrer chez eux. Donc, tel ne doit pas être un scandale. Maintenant, en quoi le chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre et un certain Pedro Amozou peuvent mentir? Pedro même est allé dire qu'on l'a violenté, alors que c'était devant tout le monde. Les gens du quartier étaient sortis, ils ont assisté en direct tout ce qui se passait, mais tous étaient étonnés quand ils ont écouté RFI. Tout comment les politiciens peuvent nous mentir jusqu'à ce point? Donc, c'est dire que c'était vraiment scandaleux. D'accord. Et de vouloir faire quoi? Que au Togo, les militaires sont partout, ils tapent tout le monde, ils tuent tout le monde, alors qu'ils n'en est rien du tout. C'est à cela que j'apprécie Mme Adjamagou Johnson, qui a eu à relater les faits. Mais elle a bien dit, c'est les forces de sécurité qui ont bloqué le passage d'Atikoubé. Et ça, c'était vrai. Donc, vous savez, donc, pour permettre donc au monde entier et à la diaspora, imaginez que Togo, il y a les bérets verts partout, les bérets rouges qui frappent. Oh, il n'en a rien du tout. Voilà l'image que Pedro et Francis ont voulu donner donc aux événements de samedi. Et c'est vraiment lamentable parce que beaucoup ont cru à ça. Ah, il n'en a rien. Et dans l'article, nous avons même mentionné ce véhicule qui a transporté, ce camion qui a transporté des militaires du TMP et qui a fait un virage hasardeux et dangereux et qui s'est renversé. Mais vous savez que d'autres ont insinué qu'il y avait des militaires là-bas. Alors que pour qui connaît le quartier à Diri, il n'y avait aucun militaire le jour là-bas. Et même certains journaux sont allés même dire qu'il y avait des militaires dans la pick-up. Tout ça là, c'est pour faire croire que bon ben, pour vous, ça, des militaires partout. Oh, c'est du bidon. D'accord. Il fallait quand même que le fasse savoir au public et au monde entier qu'il y a des politiciens menteurs comme Jean-Pierre Favé, de faire croire. Dominique, on a compris, en tout cas on lira l'article à la page 3 de votre journal dans les kiosques ce matin. Vous revenez aussi sur la crise socio-politique togolaise au menu du 18e dialogue entre le Togo et l'Union européenne. Le gouvernement qui rassure, l'Union européenne qui promet de son côté son soutien infaillible. Hein. Évidemment, le gouvernement a rencontré la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne pour échanger sur la crise politique au Togo. Et donc, à l'issue de cette rencontre, la chef de la délégation de l'Union européenne du Togo a déclaré que bon, ils sont de cœur avec le peuple togolais, ils n'ont pas la solution à proposer. Il revient donc aux Togolais eux-mêmes de proposer la porte de sortie. Et ça, je crois que lorsque nous nous référons donc à la tête d'Emmanuel Macron, qui a bien dit que seules les élections transparentes peuvent permettre donc au peuple de décider de conserver l'ancien régime ou de passer à l'alternance. Donc je crois que c'est dans ce ciment que se retrouve donc cette rencontre avec la déclaration de la chef de la délégation de l'Union européenne. Donc il a attendu que l'opposition qui aujourd'hui, malgré le processus de dialogue qui est en cours,
mobilise encore ces manifestants, ces militants, qui ne cessent de qualifier du peuple. Moi, j'appelle ça les militants de leur parti. Donc, et qu'ils comprennent que aujourd'hui, nous sommes vraiment à la veille des fêtes de fin d'année. Oui. Les Togolais et les Togolais ont besoin de faire des activités pour essayer d'engranger quelques bénéfices. Mais malheureusement, ces marches obstruent, bloquent toute activité. Et c'est vraiment dommage. Je suis étonné que Jean-Pierre Fabre et ses affidés ne prêtent pas oreille au cri de détresse de ce peuple, de ce vrai peuple qui est là et qui souffre juste à cause de leur marche. Donc voilà ce que nous avons essayé d'en parler dans cette page. Bien sûr, on lira l'article aussi dans le journal. Et puis l'autre sujet, c'est par rapport donc à la sortie de crise apaisée au Togo, des organisations de la société civile burkinabé qui appellent donc au dialogue inclusif. Justement, il y a deux organisations de la société civile burkinabé ont envoyé une déclaration, un communiqué que nous avons passé dans notre journal, et ils appellent au peuple togolais à un dialogue. Il s'agit de l'ADP et de TCP. Donc, c'est deux organisations de la société qui ont participé à l'insurrection burkinabé et trouvent vraiment bien ce qui se passe au Togo, parce qu'aujourd'hui, les burkinabés, en fait, selon certaines informations, se réclament le retour de Blaise Compaoré, parce qu'il n'y a pas eu alternance, contrairement à ce que les gens font croire. Il n'y a pas alternance au Burkina Faso. C'est le même régime de Blaise Compaoré qui est en place, avec ses collaborateurs, notamment Christian Kaboré, qui était son ministre, son président de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, les Burkinabés n'ont rien qui a changé dans leur quotidien. Et beaucoup respectent et s'indignent. Et donc, eux, ayant l'expérience de cette insurrection que recherche notre opposition, et ils se disent qu'il est temps quand même d'attirer l'attention des Togolais de la nécessité d'aller dialoguer. Ils ont interpellé l'IA, la CEDEAO pour accompagner le Togo. Et surtout, ils ont fait savoir que le Togo étant un point névralgique de l'importation des produits de première nécessité dans leur pays, donc il était vraiment urgent qu'ils puissent apporter donc leur appui au processus de dialogue lancé par-ci, par-là, par de bonne volonté. D'accord. Et puis on vient d'apprendre que le gouvernement tient d'ailleurs une conférence de presse ce matin à 10h à la grande salle de la primature. Une conférence de presse sur la situation socio-politique, notamment la question du dialogue politique. Devant la presse, le gouvernement présentera le point qu'il ira défendre au cours des prochaines discussions politiques. Seront autour de la table le ministre Gilbert Bawara, le ministre Guy Madjé Lorenzo, celui de la sécurité Yark Damran et celui de l'administration territoriale Payadoa Boukessi. Écoutez, Dominique, merci pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric, n'oublie pas de dire à tes taximans de bien attacher la ceinture. Bien sûr, comme toujours le cas quand vous prenez Taxi Média Show. Et bonne journée Dominique. Bonne journée Eric. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin pour des revendications légitimes, l'opposition et les élèves dans la rue, mais l'armée pour la répression se désole presque le confrère Le Changement ce matin. Répression des militants de l'opposition samedi dernier, une manœuvre pour amener l'opposition à boycotter le dialogue. On lira l'article dans le journal. Surprise, avant l'ouverture du dialogue, la CENI et la HAC affûtent leurs armes pour les élections, alerte le journal. Et puis après 17 marches, l'opposition maintient toujours la pression de nouvelles manifestations prévues pour les 13, 14 et 16 décembre. Le journal Le Changement en parlait. Et nous avons au téléphone notre sixième rédaction ce matin, c'est Flambeau des démocrates. Loïc Lawson. Bonjour Loïc. Bonjour Eric Gator, bonjour à tous les passagers du super taxi matinal, comme dit mon ami Aliou Tchakala. Oui, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République, vous avez bien dit. Et votre éditorial ce matin est consacré à la presse togolaise. Loïc, la presse togolaise, une question de modèle finalement.
Oui, tu sais que tu n'es pas sans savoir, Eric, que c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi que s'ouvrent les 4e journées des journées portes ouvertes de la presse togolaise. Et événement assez grandeur nature, parce que depuis 4 ans, la presse togolaise a pris sur elle de s'ouvrir au public. La presse togolaise, toutes tendances confondues, bien sûr. Et je crois que l'un des objectifs de cet événement assez noble et grandiose, c'est de redorer surtout l'image de la presse togolaise, de susciter l'envie chez les jeunes apprenants à la profession, d'adhérer à cette profession. Mais tu sais, la question qui se pose de tout ça, c'est la question, c'est justement la thématique ou le problème du modèle qu'est la presse togolaise, que doit être la presse togolaise pour les jeunes et les futurs journalistes, les futurs animateurs, les futurs présentateurs et tout ce que tu sais, tous ces techniciens et consorts. Et ici, nous reposons le problème d'abord de la qualité de la presse dans la forme comme dans le fond, mais surtout de la qualité, de la crédibilité morale de ceux qui l'animent, Irrigator. Parce qu'aujourd'hui, on a deux types de journalistes ou bien de professionnels des médias. Ceux qui veulent faire leur travail avec assez de rigueur, assez de professionnalisme, sans courir derrière le bien matériel, et ceux qui, en réalité, sont venus dans la profession pour se faire ce qu'on appelle de croire qu'ils peuvent se faire de l'argent. Alors qu'en journalisme, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour faire un travail assez noble. Et là, nous disons, la jeune garde montante, qu'elle fera, quel modèle elle doit suivre? Est-ce le modèle de ceux-là qui, en un temps record, créent une entreprise de presse et courent pour s'enrichir, ou ceux-là qui se battent nuit et jour pour redorer l'image de la presse togolaise en faisant du bon boulot, en se contentant de rester journaliste et rien que journaliste. Nous lançons le débat et nous pensons qu'au cours de ces journées portes ouvertes, même si la thématique n'est pas à l'ordre du jour, que dans les discussions B2B ou bien dans les discussions en groupe, et que le débat va être lancé. Bien sûr, et je rappelle juste que la cérémonie d'ouverture, c'est cet après-midi à partir de 14h30 au niveau de l'Agora Senghor, Loïc. L'autre sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc au rapport d'achèvement du PDC+. La vérité des chiffres, vous revenez là-dessus? Oui, nous sommes revenus sur le PDC. Tu sais, ce projet a été lancé en 2012. Il a aujourd'hui 5 ans. Et je crois qu'il est il est arrivé pratiquement à terme. Et le projet PDC, qui est un projet de développement communautaire et des filets sociaux, se veut un projet, en tout cas, proche des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les populations à la base. Et selon le rapport d'achèvement qui a été remis à la Banque mondiale, les résultats, selon les organisateurs et l'institution mondiale de Bretton Woods, c'est que les chiffres sont plus qu'élogieux, puisqu'ils étaient partis pour financer 320 projets. À la fin, ils ont financé près de 350, et le projet était censé créer quelque chose de 1000 emplois indirects. Ils sont allés à près de 12 000 emplois indirects, et tu vois, la Banque mondiale étant satisfaite, en tout cas des résultats sur le terrain, a même décidé de financer 2 nouveaux projets. Nous disions qu'il était nécessaire de revenir un peu maintenant, qui appose par rapport à la politique, de revenir un peu sur ce qui concerne un peu le développement socio-communautaire de notre société, parce qu'en réalité, le problème du Togo, c'est aussi cela, c'est la misère, c'est la précarité, c'est le manque d'emploi, et surtout dans les zones les plus reculées. Et nous avons voulu faire un zoom sur ce qui se passe au niveau du PDC. D'accord, très bien. Et puis, l'autre studio aussi qu'on pourra lire dans votre journal, c'est une question de santé, la journée mondiale de lutte contre le sida. La réticence des autorités togolaises au dépistage public, c'est le mauvais exemple, Loïc.
Oui, un très mauvais exemple. Et je ne sais pas si Rigato, tu as déjà vu une autorité togolaise, une autorité publique togolaise faire son dépistage public. Non. Vous voyez que chaque année, chaque 1er décembre, on parle de la journée mondiale du sida. En tout cas, les associations de lutte contre la maladie et tous les partenaires, les médias, tout le monde s'y met pour parler, sensibiliser les autorités en premier, parce que ce sont elles qui vont négocier au niveau du Fonds mondial pour, comment vous appelez, les moyens ou l'argent pour venir en aide aux personnes vivant avec le virus et consorts, et même pour lutter pour sensibiliser contre la maladie. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, nous avons fait une remarque, c'est qu'ailleurs, c'est les autorités politiques ou je ne sais pas quoi qui sont les premières à donner l'exemple. Quand vous dites jeunes, allez vous dépister. Quand vous dites à des personnes, allez faire votre dépistage, vous bombardez les jeunes avec des publicités à la télévision pour dire que connaître son statut sérologique, c'est une bonne chose, c'est ci, c'est ça. Et que vous qui êtes les plus dirigeants, vous n'êtes pas en mesure d'aller faire votre dépistage public, il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai vu ailleurs, que ce soit à Dakar, que ce soit dans d'autres pays, plein que je peux citer encore, même au Bénin ici, en Côte d'Ivoire avec Ouattara, mais attends, les ministres de la Santé, les premiers ministres, et même le président de la République vont faire le dépistage public. Je ne dis pas que le résultat doit être rendu public, mais au moins, le geste pour encourager les autres à y aller, il faut le faire. C'est comme, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous appelez ça, le médecin qui demande à un patient ou qui souhaite à ce que son patient fasse un tel dépistage, mais lui-même ne l'a jamais fait, ou bien a peur de le faire. Et nous disons que c'est une mauvaise chose. Au Togo, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu l'autre fois en France Macron faire son test de dépistage de manière publique. Mais au Togo, j'ai jamais vu même un directeur d'un département faire son test public. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les autorités, elles n'ont pas, on ne doit pas les sensibiliser? Est-ce qu'elles ne sont pas vulnérables au VIH? Je dis, il faut, honnêtement, nous pensons qu'il faudrait que le bon exemple vienne des autorités. À commencer par d'abord le ministre de la Santé. Et tous ceux qui suivent, les membres du gouvernement peuvent, de manière publique et unanime, ensemble, faire leur dépistage devant les caméras. On ne dit pas de rendre les résultats publics. Mais c'est comme ça se fait ailleurs. Mais on ne peut pas tout le temps dire aux jeunes à l'université, les jeunes étudiants, je ne sais pas quoi, les femmes au marché, allez faire votre dépistage et vous-même, vous ne montrez pas la voie. Nous, c'est un peu un coup de gueule pour dire, écoutez, le bon exemple doit venir d'abord de vous qui êtes nos autorités. Allez faire votre dépistage de manière publique, comme ça la jeunesse et tous les autres vont suivre. D'accord, très bien. Loïc, on a compris. En tout cas, on lira votre coup de gueule dans le journal. Juste un mot sur le dialogue Togo-Union européenne. Les diplomates européens inquiets de la situation au Togo. Oui, tu sais que chaque année, il y a cette rencontre bilatérale entre le Togo et l'Union européenne et pour essayer de passer en revue tous les problèmes sociopolitiques, le partenariat entre les deux institutions, les deux pays, l'institution européenne et le Togo. Et je crois que cette année encore, il y a eu cette rencontre et beaucoup de sujets ont été touchés et l'Union européenne a été satisfaite de beaucoup de choses par rapport à sa contribution pour le développement du Togo. Mais néanmoins, nous, l'aspect qui nous intéresse, c'est ce côté politique où vraiment l'Union européenne se dit très inquiète par la crise et demande à ce que très vite les acteurs puissent aller à un dialogue. Elle est prête à apporter sa contribution pour que le dialogue réussisse parce que tout le monde voit que nous sommes le pays en train de chavirer. Si on ne fait pas attention, on risque de toucher le fond et l'irréparable risque d'arriver. Et je crois que les dirigeants les responsables qui représentent l'Union européenne au Togo ont eu le courage de dire à nos autorités que ça ne va pas, la crise elle est inquiétante et qu'il faut plutôt par l'école pour régler le problème qui a causé la crise. D'accord, très bien. On lira tout ce sujet dans le journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Loïc Lawson. Merci à toi Eric, à toi et merci aussi aux auditeurs de la 93.1. Allez. À demain aussi. Bien sûr, à demain à 11h pour la grande messe de vendredi. Bonne journée. Bonne journée, mon frère Eric. 93.1 Taxi FM. L'autre rédaction qui est déjà au téléphone, puisqu'on a beaucoup de temps, on va aller très rapidement, c'est Économie et Développement avec Joseph Gada. Joseph, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour également fidèles auditeurs et auditeurs TFM. Merci de nous avoir rejoints. Vous évoquez la question de développement avec une interrogation à la une de votre journal. Qui pourra arrêter Faure Gnassingbé dans sa course au service du social? C'est la question que nous sommes posés à la rédaction. Depuis que nous constatons les sorties du Faure Gnassingbé depuis le mois d'octobre, vous voyez que Faure Gnassingbé est pratiquement chaque semaine pour être en contact avec sa population, échanger avec sa population et surtout voir de plus près ce qui se fait sur le terrain en réalité. Alors nous sommes vraiment préoccupés parce que depuis 2005 qu'il a accédé au pouvoir, c'est la première fois que nous le voyons faire cette sortie répétitive, ce qui nous fait poser 1000 questions. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il dire que Faure Gnassingbé en contact avec sa population commence déjà à découvrir les vraies réalités de la pauvreté du Togolais? Et la deuxième question que nous sommes posées est de savoir est-ce que le parti au pouvoir, le parti Béni, à travers cette sortie, commence déjà à préparer les élections locales, les élections législatives de 2018. Alors voilà plein de questions qui nous sautent quand même. Mais nous avons essayé de faire le développement pour dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avoir les marches qui chaque jour s'organisent au niveau de l'opposition, le pouvoir n'a pas aujourd'hui autre chose que d'aller vers le contact, d'aller vers la population, échanger avec la population et juste quand même pour pouvoir renouveler sa confiance à cette population. Et vous avez constaté que le chef d'État a commencé surtout par l'intérieur du pays. Quand quelqu'un dit que l'électorat du parti au pouvoir c'est à l'intérieur du pays. Alors, selon nos discussions, ces inaugurations vont continuer dans les jours à venir avec les ouvrages sociaux communautaires du PUDC qui s'annoncent bientôt. Alors, la question de savoir est-ce que Faure Gnassingbé va s'arrêter le plus tôt possible jusqu'en 2020. Bon. Alors nous demandons tout simplement aux lecteurs de se profiler de ce journal et de voir les développements que nous avons eu à faire. Bien sûr, le numéro 83 de Économie et Développement dans les kiosques ce matin. On lira l'article à la page 2. Vous avez également évoqué la question de la bonne gouvernance ce matin. On ne va pas la commenter. La conférence économique africaine exhorte les pays africains à en faire une priorité. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci beaucoup, Eric, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Taxi FM. Le monde en une radio. La dernière rédaction ce matin avec nous, c'est le bimensuel La Symphonie qui est dans le kiosque ce matin avec Yves Gallet au téléphone. Yves, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoints, Yves. Et puis ce matin, vous revenez sur l'audit de la CAN Gabon 2017. Un rapport flou et tendancieux de Nathalie Bito pour accuser la Fédération togolaise de football. C'est votre conclusion? Oui, Eric. Nous avons titré un rapport flou et tendancieux de Nathalie Bito pour accuser la FTF. Et depuis la publication du rapport Bito, on entend presque un son de cloche. Et 600 millions miraculeusement disparus. Et c'est la FTF qui est responsable. C'est tout ce que l'opinion a pu retenir du rapport d'audit de la CAN 2017. Le rapport Bito avait de quoi justifier un travail professionnel, mais derrière ce professionnalisme, nous disons qu'il se cache une orientation tendancieuse de l'audit et soutenue par la volonté de présenter une partie, la FTF, comme celle à qui reviennent toutes les insuffisances constatées. Ce qui est loin d'être vrai. Hein. Et d'entrée, disons que les 600 millions en question ne constituent pas un détournement, mais représentent des factures non validées par l'auditeur. Ce qui signifie que les dépenses ont été effectivement faites, mais pour une raison ou une autre, l'auditeur rejette ces factures. Il faut dire que cet auditeur, c'est le cabinet IIC de Madame Bito. Et ce cabinet a montré assez d'empressement dans le rejet des factures, près de 75% des factures invalidées. Nous avons démontré point par point dans cet article la faiblesse de ce rapport
et son caractère tendancieux. Madame Bito a entretenu un grand flou dans son travail et a fait montre de mauvaise foi dans l'utilisation objective et impartiale des informations recueillies au cours de l'audit. Sur certaines questions, la FTF a apporté, via des échanges épistolaires au cours de l'audit, des informations à l'auditeur. Mais dans son rapport, on ne retrouve aucune trace de ces informations, seulement que des accusations. La FTF a préfinancé une partie des dépenses liées aux préparatifs de la CAN en accord avec le ministre des Sports à hauteur de 111 millions 39 651 francs. Cette somme jusqu'ici n'est pas remboursée par les finances. La FTF a par conséquent recommandé à l'auditeur via un courrier qu'à défaut d'un remboursement, que soit inscrite dans le rapport général cette somme comme étant la contribution de la FTF à l'organisation de cette CAN. Le rapport a fait fi de cette demande. Nous avons également essayé de glaner des informations justifiant les 600 millions qui font polémique. Par exemple, l'auditeur évalue à 311 millions les ristournes et remboursements des billets par la CAF pour la participation des éperviers à la CAN. Or, dans un courrier, la FTF a signifié à l'auditeur que la CAF n'a pas encore reversé cet argent. Mais l'auditeur a créé pour cette somme qui n'existe pas encore un trou dans son rapport sur le compte de la FTF. Or, ces ristournes sont prévues pour le développement du football. Et puis, un compte rendu est toujours fait à la CAF sur son utilisation. Nous avons aussi démontré que l'audit s'est abstenu d'évaluer les missions dévolues aux autres commissions ad hoc mises sur pied pour gérer la participation des éperviers à la CAN. Et la FTF, qui était la commission ad hoc d'organisation, a été dépourvue de toutes ses prérogatives, lesquelles le ministre qui mangeait le réseau des sports, en sa qualité de président de la commission ad hoc de supervision, s'est attribué. Et il s'est attribué également les prérogatives de la commission ad hoc de gestion. En clair, rappelons que le ministre était l'homme à tout faire au cours de cette CAN. Et au Gabon, il ordonnait et exécutait les dépenses, c'est lui qui négociait avec les prestataires, qui les payait. Mais le rapport était brouillé sur ces aspects. Le milliard attribué à la FTF a pourri son équipe non gérée, pas même un seul rond, pour prétendre détourner un centime. Nous proposons aussi dans cet article une contre-expertise pour confronter le rapport Bito. Il faut un rapport d'audit qui permette de situer clairement les responsabilités. Parce que les auteurs de toutes les fautes qui ont été commises dans la gestion des fonds de la CAN sont bien connus. Il faut un rapport qui aide à formuler des recommandations dignes de ce nom, pouvant servir dans l'avenir à sécuriser les fonds du contribuable togolais utilisés au profit de la sélection. Le rapport Bito n'a rien de tout ceci et n'est ni plus ni moins qu'un document taillé dans le roc de l'acharnement et du noircissement de la FTF. Le comité exécutif de la FTF, à notre avis, devrait tout simplement porter plainte contre le cabinet IIC pour diffamation et atteinte à l'honneur et à la réputation. Nous avons fait aussi quelques propositions pour éviter ce genre de problème à l'avenir. Et entre autres, il va falloir définir clairement les rôles de chaque acteur, fédération, ministère des sports et le ministère des Finances, dans l'exécution des crédits accordés par l'État à la FTF. Et puis les prérogatives du sélectionneur, il faut les définir. Il faudrait prendre aussi toutes les dispositions pour confier l'entièreté de la responsabilité de l'organisation et à la SPF pour la future participation du Togo aux phases finales de la CAN. Et en ce faisant, situer les responsabilités serait plus facile. Et pour terminer, nous reproduisons à l'intégralité pour nos lecteurs l'intervention du président de la FTF lors de la présentation du rapport d'audit de la CAN. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tout cela dans le journal, à la page 3, c'est le journal La Symphonie. Et puis, ce congrès constitutif du mouvement des femmes unir, la forte détermination des femmes à booster le rayonnement du parti. Et puis, la jeunesse unir, on l'évoquait en début, qui, elle, sera en congrès ce vendredi à Dapaon. Oh oui, le Parti Union pour la République ne perd pas le temps pour s'écarter de l'essentiel. Les échéances électorales approchent à grands pas et le parti présidentiel sans bruit se donne les moyens pour la consolidation de son hégémonie sur l'échiquier politique togolais.
Après le congrès du TIE, le travail de restructuration du parti continue avec la mise en place des organes porteurs de la dynamique du parti. Les femmes réunies dans le mouvement Unir viennent de prendre le flambeau des grands défis qui attendent le parti avec la tenue de leur congrès et à Palimé. Le congrès qui a mis sur pied un bureau de 11 membres conduit par l'Amazone Raymond Kayaton. Ces femmes unies sont plus que jamais mobilisées et déterminées à jouer leur partition pour booster le rayonnement du parti. Elles ont à l'occasion adressé une motion spéciale à Fornia Foumé, président fondateur du parti, où elles lui réaffirment leur ferme soutien pour tout son investissement pour la préservation de la paix, de la cohésion nationale et du développement du pays. Demain à Daparon, les jeunes du parti seront en congrès. Comme on peut le constater, il a déjà pris la mesure des enjeux politiques imminents et se donne les moyens pour la consolidation de sa suprématie. D'accord. Très bien. Et puis, cet article à lire dans votre journal, La vraie sorcellerie, c'est quand on dit oui au dialogue, mais on continue de marcher. Oui, quand on fait de la politique, il faut toujours dialoguer. Oui. Et cette déclaration est signée Jean-Pierre Favre, c'était hier. Et puis au cours de la conférence de presse animée le mardi, la coalition des 14 partis de l'opposition a réaffirmé sa volonté à dialoguer. Et depuis quelques semaines, on constate que des actions fortes sont menées et des actes forts sont posés pour dresser la table des discussions. Et si l'opposition de la rue, entre griffes, a longtemps affiché son hostilité à dialoguer, elle a fini par engager les démarches qui ouvrent la voie au dialogue. Mais sans doute, ils sont pris dans l'engrenage de l'idéologie extrémiste et les leaders de l'opposition de rue ont de la peine à rompre avec la ligne dure pour se montrer réalistes au vu des réalités et de la nouvelle donne politique. Et cette nouvelle donne, c'est la dictature de l'urgence, c'est le dialogue, rien de plus. Aujourd'hui, le dialogue, tous les Togolais l'appellent de leur vœu, parce que fatigués des marches qui paralysent les activités dans tous les secteurs et qui plombent l'économie nationale. Quelle que soit la tournure des événements, le dialogue s'impose aujourd'hui aux opposants. Autrement, on sait que Fornia Foumé sortirait encore de cette crise plus forte que jamais et son parti unir plus revigoré. Et de toute façon, le prix du boycott, l'opposition togolaise en a tellement payé qu'elle ne devrait plus logiquement se permettre une telle option dans ses choix et stratégies. Et l'opposition n'a pas le choix, hein. Elle doit aller au dialogue et arrêter de perdre du temps et même de l'argent togolais avec des marches qui finalement n'ont plus de sens. D'accord. Et la vraie sorcellerie, c'est quand on dit oui au dialogue, mais on continue de marcher pour des solutions qu'on peut obtenir par le dialogue. Et ça, c'est un internaute qui l'a écrit sur sa page Facebook que nous avons piqué. D'accord, très bien, très bien. En tout cas, on lira l'article dans le journal La Symphonie, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Yves Gallet. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce jeudi. On a pris plus de temps que prévu. Merci quand même à vous de nous avoir suivis. On rappelle juste que dans les kiosques ce jeudi, pas mal de journaux. Hein. Vous avez La Symphonie, Économie et Développement. Vous avez le journal Vision d'Afrique aussi, l'hebdomadaire Dunia Le Monde, l'hebdomadaire Lettres de la Cosa. Il y a le journal Écho du pays. Il y a aussi Ouara, les vainqueurs, chronique de la semaine. Le correcteur est dans les kiosques, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates et le journal Le Changement. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur les sites comme gapola.net, togomedia24.com, radiotaxifm.com ou taxifm.tg. Merci à Emmanuel Lafanagwe qui a assuré la coordination technique, qui a remplacé en temps Jack Prosper. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, juste après nous, à 9h, d'abord tout à l'heure, c'est Emmanuel qui vous reprend pour la suite et la fin de la matinée. À 9h, la salle de rédaction vous retrouve pour
on va dire, le bulletin d'information. À 11h, je vous retrouve avec notre invité ce matin. Je recevrai comme invité Dr Gada Ekoué Foli, politologue. Avec lui, nous reviendrons sur la situation de crise au Togo. On abordera pas mal de sujets. Donc, vous restez avec nous à 11h pour l'émission Taxi Presse de ce jeudi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.